Mesdames et messieurs, bonsoir. Le seuil de représentativité, la caution électorale, la machine à voter, 3 points qui fâchent les députés élus de l'opposition à l'Assemblée nationale. Ce lundi 11 décembre, ils ont marché, manifesté de l'enseignement jusqu'au Palais du Peuple pour faire pression aux sénateurs qui examinent cette loi votée à l'Assemblée nationale en 2e lecture. On va évoquer cette question de la loi électorale. Finalement, que veulent les députés nationaux? Que veulent les opposants à l'Assemblée nationale? Pourquoi ces 3 points inscrits, mentionnés dans ce projet de loi fâchent finalement? Avec le député national Toussaint Alonga. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans le cadre de ce magazine. Toussaint Alonga est député de l'opposition élu de Moamba. Il est le coordonnateur, le président, disons, de la nouvelle, coordonnateur de la nouvelle dynamique de l'opposition. Une plateforme finalement créée par lui-même qu'il coordonne, élu de Moamba, député de l'opposition. Vous êtes en même temps avocat, c'est ça? Oui, c'est ça. Avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Ouais. Coordonnateur de la nouvelle dynamique de l'opposition, votre plateforme, mais vous-même en tant que tel, vous n'avez pas de parti politique, vous ne présidez pas un parti politique. J'ai été élu dans le cadre d'un parti politique, le CCD, dont je demeure jusqu'à ce jour, je porte le mandat. Donc je ne vais pas au stade actuel créer un parti politique. Et cette plateforme que vous coordonnez, pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi mettre en place une plateforme? Il n'y a pas de raison. Les gens estimaient que je suis valable de pouvoir porter la direction de cette plateforme et ils m'ont désigné comme tel. Vous êtes de l'opposition. Quelle opposition? Je suis de la vraie opposition. La vraie opposition, c'est parce qu'il y a une fausse à côté du vrai. Comment se définit cette vraie opposition? La vraie opposition, c'est l'opposition qui se retrouve au rassemblement limité, comme les gens aiment bien le dire. Il n'y en a pas deux, la vraie. Et la fausse? Mais je ne voudrais pas dire ce qui se passe ailleurs, mais vous-même vous constatez que chaque fois que nous prenons une position dans l'intérêt de notre peuple, il y en a qui prennent une position contraire pour justifier peut-être le travail qu'ils sont en train de faire dans les couloirs. Mais nous avons dit non à tout ce travail de couloirs. Nous avons dit prêcher la journée et dans l'intérêt de ceux qui nous ont donné mandat. Pourquoi les Congolais devraient vous croire que vous êtes vous de l'opposition? Même dans la Bible, parce que tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui... Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes actes. Il faut juger les hommes en fonction des actes qu'ils posent. L'opposition n'est pas une confession de foi, mais l'opposition, c'est un comportement des valeurs. Mais aujourd'hui, depuis la démocratisation, finalement, on assiste à cette guerre entre vous, vraie, fausse opposition. Et en fin de compte, ceux qui se disent être de vrais opposants se retrouvent finalement, comme l'expression le dit aujourd'hui, à la mangeoire. Oui, c'est tout simplement. Rapproche de la marmite. Mais il n'est pas normal. Vous savez, on ne peut pas avoir une profession politique. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est né dans la profession est politique. Au demeurant, je suis avocat. Je l'exerce comme tel. Et outre l'expertise que j'ai acquise comme avocat, je me suis amené sur le terrain politique et la profession m'a toujours servi comme une base pour naviguer librement en politique. Voilà. Ils ont été hommes d'affaires, ils ont été politiciens bien avant, ils se sont dit opposants radicaux, vrais opposants, mais en fin de compte, on les a retrouvés aux côtés. Bon, la difficulté, ils ont été de tous les combats aux côtés. La difficulté chez nous, c'est que c'est la difficulté d'ordre social. Finalement, le peuple se doute. Qui croire? En qui mettre confiance? Non, le peuple le sait. Quel est cet opposant le peuple le sait. On peut mettre confiance, on peut espérer. Sur votre plateau ici, vous en avez réussi plusieurs. Autant ils sont passés. Avec le même argument, quelquefois beaucoup plus tenace que les miens. Mais au fil des temps, la lumière a commencé à s'éteindre. Et vous savez, quand la lumière s'éteint, on fuit Rachel. On n'aime pas être en face de Rachel pour encaisser. Vous le savez. Vous avez été avec nous pendant 5 ans au Parlement. Vous avez côtoyé les députés dans plusieurs circonstances. Vous savez que représente
les uns et les autres aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui dit que Toussaint Alonga Les journalistes sont les meilleurs témoins. Ce vrai opposant, il se dit vrai opposant. Qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui Toussaint Alonga demeurera ce vrai opposant? Il se croit être aujourd'hui. Il ne m'appartient pas de porter un jugement de valeur sur moi-même. C'est vous qui nous jugez, vous qui nous voyez, vous qui nous invitez. À vous, et vous savez pourquoi vous m'avez invité. Vous estimez que je suis porteur de quelque chose, à l'intention, à la meilleure intention de vos nombreux téléspectateurs. Mais entre-temps, ce qui se passe avant d'arriver ici, au téléphone, vos nuits, vos discussions, vos entretiens, vos acquaintances, nous, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se prépare, parce qu'ils ont commencé comme vous. Mais bien après, on les a retrouvés aujourd'hui plus chantres. Vous savez, quand on a une conscience chargée, on ne peut se permettre de proclamer les choses qui résultent de tes convictions. Mais moi ici, j'agis par l'intime conviction. Aussi, l'opposition, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas une confession de foi, mais c'est un comportement de valeur. Il faut maintenant voir dans les comportements des gens de quel côté se trouve le comportement de valeur. Les actes qu'il pose, qui se marient avec sa parole. Et quand il le dit la nuit, il est capable de le dire la journée. Aujourd'hui, avant de commencer avec la loi électorale, l'actualité, vous avez suivi que l'UDPS, Tumala, s'est dotée d'un président, d'un nouveau président. Alors pour le nouveau président, s'il faudrait, vous n'êtes pas de l'UDPS, mais c'est un grand parti de l'opposition qui fait partie du rassemblement. Quelle a été votre lecture à l'élection du président de l'UDPS, le remplaçant de Etienne Tshisekedi? Je n'ai pas vraiment une lecture particulière à faire. Mais je voudrais seulement vous rappeler l'histoire. Au décès de notre père Tshisekedi, vous savez, moi je suis pas de l'UDPS, mais l'un des fils spirituels. Je l'ai toujours confessé tout haut. Deux hommes m'ont marqué, m'ont inspiré politiquement. Le premier, c'est Tshisekedi Wamulumba. Le second, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila. Je ne cesserai d'admirer surtout le comportement de valeurs, les valeurs intrinsèques de ces deux hommes, leur courage. Ils ont été toujours un modèle pour moi. Et donc, j'ai fait partie des héritiers spirituels de Tshisekedi Wamulumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila. En quoi d'abord Tshisekedi a été un modèle pour vous? Vous savez que la constance de Tshisekedi, les valeurs qu'il a confessées jusqu'au soir de sa vie, il est demeuré constant. Ça, c'est un exemple à suivre. Il nous a parlé d'un état de droit alors que nous étions encore à l'université de Kinshasa. J'ai été dans le comité de ceux qui ont réussi Tshisekedi à l'université à l'époque. Nous sommes, je crois, à l'entrée de l'AFDEL, et nous l'avons conduit dans sa chambre au moment où il a été étudiant, et nous avons mangé ensemble avec lui. J'ai vécu ces moments-là, je n'oublierai jamais, jamais. Et c'est grâce à lui que j'ai été poussé, inspiré à faire la politique aujourd'hui. Mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Désiré Kabila, sa façon de faire, sa façon de parler, ses comportements, son courage, et il savait prendre position quand ça ne va pas. Et surtout même les kyriers qui l'ont accompagné, et il s'est montré un homme lorsqu'il savait arrêter ses propres ministres quand ils sont dans le mal, lorsqu'il savait dire non, même à ceux qui l'ont accompagné jusqu'à Kinshasa. Ça, ce sont des actes d'une portée très élevée qui est pratiquement très rare dans notre pays aujourd'hui. Est-ce que vous matérialisez ça? Est-ce que vous poursuivez cet élan finalement de la constance, du franc-parler, de tout ce que vous a légué Etienne Tshisekedi et Mzee Laurent? Oui, je continue. Vous m'avez qu'à juger mon comportement pendant 5 ans au Parlement. Je me suis toujours distingué, si c'est nécessaire, de dire des choses comme telles. Et nonobstant
le manque que d'aucuns pouvaient considérer comme manque à gagner, mais nous on fermait les yeux devant ces petits manques à gagner momentanés pour confesser la vérité. Nous l'avons toujours dit et nous l'avons toujours fait. En 10 ans à l'Assemblée nationale, quel est le bilan que vous faites vous-même? Il ne m'appartient pas à faire un bilan sur moi-même. C'est de la Chambre législative. Le bilan autour de la Chambre législative, le premier bilan en termes de production législative, en tout cas, nous en avons produit des lois. Mais j'ai toujours décrié il fallait des fois aussi faire ce qu'on appelle la fonction évaluative. Essayer de concilier les lois que nous votons et l'incidence de toutes ces lois sur la qualité de vie de notre peuple. De ce point de vue-là, il y a un écart. De deux, du point de vue contrôle parlementaire, nous sommes restés sur le plan théorique parce que la majorité parlementaire a tellement faussé le jeu à telle enseigne qu'il n'est pas facile de pouvoir examiner un dossier et aboutir à des conclusions concluantes. Je vous en donne le cas de la CDG de FPI, dont nous avons beaucoup milité pour que ce débat soit finalement débattu, et nous l'avons sanctionné, mais malheureusement, ceux qui ont concouru à prendre l'argent de l'État et en ont détourné pour des fins privées jusqu'à ce jour. Le Parlement est incapable parce que parmi ces gens-là, il y a un grand nombre de parlementaires. Donc nous ne sommes pas en mesure de pouvoir sanctionner ou de faire intervenir la justice pour lui permettre de jouer son rôle en sanctionnant ceux qui, à titre gratuit, ont pris l'argent de l'État et on en a disposé comme si c'était un bien privé. Et de ce point de vue-là, notre Chambre est très faible. Faible pourquoi? Parce que la majorité est ennemie des contrôles, des vrais contrôles parlementaires. Comment contrôler Toussaint Alonga alors que pour l'opinion et les analystes, quand vous regardez cette histoire de motion alimentaire, les députés de l'opposition se sont fait complices de la majorité présidentielle pour en quelque sorte enfreindre au contrôle parlementaire? Vous pouvez avoir raison dans une certaine mesure. Il est bien entendu que certains parmi nous, au lieu de poser des questions de fond, et une fois déposé, car la question fait la baise, c'était une occasion pour eux de pouvoir empocher quelque chose. Mais pas tous. Pas tous. Et dans un passé beaucoup plus proche, beaucoup plus proche. Vous savez que j'ai réuni ma respectueuse liberté pour déposer une pétition contre le président de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas une mince affaire. Nous avons été moralement même dérangés. Nous avons été physiquement même dérangés. Et nous avons tenu jusqu'au bout. La pétition a été déposée. N'eût été le comportement peu orthodoxe de la conduite des débats et de la façon dont la pétition a été programmée, cette pétition allait être débattue. Mais au moment où nous attendions que la pétition soit programmée un lundi, curieusement, c'était un week-end, au cours d'une question incidente, la pétition a été évacuée. Mais notre responsabilité, devant notre conscience et aux yeux de notre peuple, nous avons accompli notre mandat comme tel. Est-ce que vous avez, vous, l'impression qu'à l'Assemblée nationale, qui est composée de 500 députés, Toussaint Alonga, la majorité des députés ont compris c'est quoi être un député national, c'est quoi porter le mandat national? Beaucoup de gens n'ont jamais compris pourquoi ils sont députés. C'est peut-être sur, nous parlons de la dimension matérielle, peut-être les profits qui tirent, ou les prestiges. Parce que tout pouvoir a une dimension économique et sociale et le prestige. Et ces éléments dominateurs auxquels on se renonce toujours avec peine et amertume ont à un moment donné embrigadé les députés, mais ils ont oublié l'essentiel. Parce que je voudrais que vous reteniez ce que je suis en train de dire, ça pourrait vous enrichir, même dans votre profession de journaliste. Il n'y a pas un député sans indépendance d'esprit.
tu peux tout faire. Sans indépendance d'esprit, vous êtes toute autre chose sans être député. Parce que l'élément le plus fondamental, c'est avoir l'indépendance d'esprit. Et donc nous en avons peu de députés. Lorsqu'il faut voter, il vote conformément à son intime conviction, où il est convaincu qu'il faut orienter les débats, ils prennent la voie de sa conviction. Souvent... De part et d'autre. Dans la majorité comme à l'opposition. Je vous dis qu'ils se retrouvent de tous bords. Mais dans la plupart des cas, surtout c'est de la majorité. On arrive à la loi électorale maintenant. Cette loi qui va être modifiée parce qu'on a beaucoup critiqué l'action des députés nationaux. Le peuple, finalement, par moment, regrette d'avoir voté X ou Y dans telle ou telle autre circonscription électorale. Cette loi électorale modifiée déjà à l'Assemblée nationale, en seconde lecture, à la Chambre haute, au Sénat, on commence par là, n'a-t-elle pas quelques avantages quand on dit, par exemple, le seuil de représentativité, on arrive à la loi électorale. Est-ce que cela ne peut-il pas, dans une certaine mesure, rectifier le fait que ça va empêcher n'importe qui de poser sa candidature, soi-disant qu'on est, on va dire, on est plus ou moins vedette ou qu'on est connu dans tel ou autre coin de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour la question. Il faudrait ici, devant nos téléspectateurs, faire comprendre ce qui suit. Que le travail des députés est éminemment politique, mais aussi éminemment technique. Il faut le minimum d'outils scientifiques nécessaires pour produire l'essentiel que le peuple attend de nous. Et surtout, être un homme équilibré pour faire face à cette obligation constitutionnelle. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas ce que nous avons vécu. Mais je crois que le peuple a un jugement de valeur sur le comportement de chaque député et il en réservera au moment opportun les sanctions parce que le dernier mot appartient à ce peuple. Parlons-en de la loi électorale. C'est ce à quoi je suis arrivé ici. Et je voudrais vous remercier pour cela. La loi électorale, aujourd'hui, est l'objet de polémiques, tout simplement parce que il faut comprendre que la loi électorale fait partie de ce que l'on appelle le bloc constitutionnel. C'est-à-dire qu'à l'instar de la loi fondamentale qui est la Constitution, la loi la plus importante, c'est la loi électorale. Et du point de vue matériel, cette loi électorale a valeur d'une constitution. Dans une certaine mesure, nous l'appelons comme code électoral. C'est de là que ceux qui sont appelés à organiser les élections doivent puiser comme règle de jeu jusqu'à le début des processus jusqu'à la conclusion des processus électoraux. Comme il s'agit d'une loi électorale qui fait partie des blocs de constitutionnalité, au regard de sa valeur matérielle, nous avons estimé que cette loi-là doit requérir le consensus. Ça veut dire quoi? C'est une loi qui doit être une loi participative. C'est-à-dire qu'on doit éviter l'hégémonie d'un groupe sur un autre. Tout simplement parce que l'avenir politique des acteurs en dépend, la paix, la concorde, la sérénité en dépend également. Dès lors que les règles de jeu sont faussées au départ, c'est fini. Les contestations commencent bien avant même que nous abordions les élections elles-mêmes. Je voudrais ici vous en donner plusieurs exemples parce que vous savez qu'en Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande a déclaré inconstitutionnelle une loi électorale parce que les deux grands partis se sont entendus pour faire passer la loi en mépris souverain de la minorité. La Cour constitutionnelle allemande a cassé cette loi-là. C'est exactement la situation à laquelle nous nous traversons aujourd'hui. Le parti majoritaire, la majorité au pouvoir, usant de sa majorité mécanique au Parlement,
a fait un passage en force au mépris souverain de la minorité qui est l'opposition. Et cette façon de faire viole l'article 8 de la Constitution qui stipule que les droits de l'opposition sont sacrés. Bien entendu, dans de pareils cas, on ne pouvait pas voter cette loi au niveau de la Chambre C'est peut-être sans ça aussi. que l'opposition prenne part. Mais ça peut être Sans la aussi. participation de l'opposition. Nous sommes en démocratie, il y a une majorité et constitutionnellement, la majorité n'est pas également en faux quand il s'agit de l'adoption de cette loi parce que vous êtes aussi une minorité, il faut le reconnaître. Ce n'est pas aussi, vous avez cité le cas de l'Allemagne, vous connaissez également le cas de la France avec la loi sur le travail, finalement qui a été adoptée au Parlement français avec beaucoup de peine aux États-Unis également. Vous avez des exemples comme ça où il y a des lois qui passent au Parlement, au Sénat, parce qu'il y a une majorité qui existe. Et c'est ça peut-être aussi le très mauvais ou le bon côté de la démocratie. Il y a une majorité. Je voudrais vous aider et surtout aider nos téléspectateurs. Nous sommes un pays post-conflit. Nous n'avons pas la même histoire comme en France, en Allemagne, aux États-Unis. Nous avons une histoire très particulière, caractérisée par des situations que nous avons traversées. Je l'ai dit que nous sommes un pays post-conflit. Nous n'avons pas les droits, surtout dans cette période. Et nous devons toujours avoir dans notre esprit le caractère fragile de notre nation. Et de ce fait, une loi aussi importante, je l'ai située dans le bloc constitutionnel. C'est-à-dire que, outre la Constitution, la loi la plus importante qui vient après la Constitution, c'est la loi électorale. Vous comprenez son importance? Parce que cette loi-là est le socle de la vie politique. Le socle de l'ordre politique à venir. Et par rapport à une telle loi, l'on ne peut se permettre de jouer les jeux de forcing ni les jeux de la majorité mécanique. Qu'est-ce qui est plus important? C'est de faire passer la loi ou d'aborder les élections avec sérénité. Il vous souviendra, en 2006, nous avons connu des élections. Ces élections se sont soldées par des affrontements. Il y a eu perte de vies humaines. En 2011, suite aux manigances des règles de jeu, nous avons connu les affrontements. Deux personnes, chacun à ce qui les concerne. L'une a prêté serment au niveau des palais de la nation, l'autre a limité. La conclusion, c'est laquelle? Plus jamais que nous atterrissions dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, comme si notre passé n'a rien servi à la majorité. On continue avec le même forcing. Tout simplement, on ne peut se permettre de modifier la loi électorale comme quelque chose qu'on achète dans un petit marché. Alors, allons-y. C'est une loi la plus importante. Allons-y. Elle organise l'ordre politique à venir. On va Elle revenir. doit requérir Revenons. le consensus, Ok. c'est-à-dire l'acceptation et la participation de tous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que cette loi soit finalement requiert le consensus de tous, opposition, majorité? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour un consensus sur ce projet de loi modifiant Voilà la loi pourquoi. Si vous prenez, d'abord cette loi, elle est une loi modificative. Mais quand vous la lisez attentivement, elle n'est pas une loi modificative. Elle est une loi qui C'est remplace. une nouvelle loi Qui remplace qui l'ancienne loi. remplace la loi de 2015. Dans quelle mesure? Quand vous prenez les 200 et quelques articles, vous avez 50 articles. Les articles les plus essentiels sont modifiés. Là, on a touché au substratum même de la loi électorale. Nous sommes là, Qui n'est pas en face- anticonstitutionnelle. nous sommes là en face d'une nouvelle loi qui est la loi modificative. Parce que le plus important dans cette loi modificative, c'était plutôt de modifier l'aspect qui était lié au recensement, nombre de population, et par rapport au nombre des enrôlés. Ouais, Ça, c'est l'élément le plus fondamental. Avec ça, on pouvait prendre 2-3 jours et nous passons. La CENI allait déjà disposer la loi. Mais quand vous amenez les notions, par exemple, des seuils,
auquel on maîtrise très mal. Et ce qui est plus grave, de la manière dont nous légiférons, avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup des exceptions, avec beaucoup d'ambiguïté, ceux qui vont appliquer la loi auront la difficulté de les appliquer exactement. Parce que quand vous légiférez, vous devez légiférer une loi. La loi doit être claire, sans ambiguïté, sans équivoque. D'ores et déjà, quand vous prenez la dimension, par exemple, des seuils, on vous dit que les seuils ne peuvent être appliqués que dans les circonscriptions où il y a plusieurs sièges. Quant à ce qui concerne les circonscriptions, à un seul siège, on n'applique pas les seuils. Déjà là, il y a ambiguïté. Le caractère général et personnel transcendantal de la loi est perdu. Nous avons là un problème. Vous prenez l'article 101 de la Constitution qui dit que le candidat peut être soit d'un parti ou d'un regroupement politique ou soit un indépendant. Mais où est-ce que le seuil viole l'article 101? Dès lors que l'indépendant, on ne lui accorde la chance que dans une circonscription uninominale, là où il y a un seul siège. Là où il y a plusieurs sièges, l'indépendant n'a pas sa place. Parce qu'on ne lui appliquera pas les seuils par rapport au nombre de sièges, par rapport là où il y a plusieurs sièges. C'est ça la difficulté. Donc la Constitution reconnaît la liberté à un indépendant de postuler où il y veut, mais maintenant le principe de seuil le bloque. Celle dans des circonscriptions uninominales. Je vous donne un exemple pratique. À Kinshasa, vous avez 4 districts, il n'y a pas de circonscription uninominale, là où il y a un siège. Et donc à Kinshasa, nous n'aurons jamais un candidat indépendant. Vous êtes d'accord avec moi? Or, la Constitution, l'article 101, parle également des indépendants de Kinshasa. Où allons-nous mettre les candidats indépendants de Kinshasa qui n'appartiennent ni à un parti politique, ni à un regroupement politique, mais qui veut se présenter comme indépendant. Le cas de Kinshasa, c'est un cas type, un cas modèle, pour que vous vous rendiez compte que le principe de seuil viole la Constitution. Je crois que je suis clair. En ce qui concerne les partis politiques, si pour les indépendants, il faut encore à redire, mais en ce qui concerne les partis politiques, comme dans toutes les démocraties et les vieilles démocraties, à la veille des élections, vous permettre des partis de vous regrouper et de former une force. Et puisque aujourd'hui on dit que l'opposition réclame finalement la popularité, qu'elle est plus populaire que la majorité présidentielle, pourquoi la question du seuil doit faire autant peur aux élus de l'opposition que vous êtes, aux opposants qui ne sont pas encore représentés à l'Assemblée nationale, parce que vous tenez le peuple en haleine? Mais je vous ai donné un exemple qui représente une loi modificative qui viole la loi fondamentale. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est vous qui le dites. Non, vous êtes d'accord avec... Je vous ai démontré que l'article 101 dit qu'on peut être candidat soit d'un parti politique, d'un regroupement, soit comme indépendant. Mais les partis politiques... Alors, je vous ai donné les cas de la... Comme les cas des 4 circonscriptions de Kinshasa, il y a plusieurs sièges. C'est-à-dire à Kinshasa, on n'aura jamais un indépendant. Mais pour les partis... Déjà là, vous gênez tous les citoyens congolais qui allaient se présenter comme indépendants à Kinshasa. Mais pour les partis politiques... Vous êtes d'accord avec moi que la disposition de 101 de la Constitution est énervée. Là, nous sommes d'accord. Mais quand ça concerne les partis politiques, il y a plusieurs manières de rendre rationnel les comportements des partis politiques. La loi exige, par exemple, les partis doivent à chaque fin de l'exercice déposer un rapport financier. La plupart des partis ne le déposent pas. À partir de ça, par rapport à la loi, le secrétaire général aux affaires intérieures peut écarter les partis qui n'ont pas rempli les obligations légales. Deuxième chose, en France comme en Allemagne. En Allemagne, l'application des seuils se fait à 2 niveaux. Il y a d'une part, il y a 250 personnes qui participent au seuil. Il y a d'autres 250 qui participent au scrutin majoritaire. Vous comprenez? Ça ne s'applique pas. Les cas de Brésil, les cas de Namibie qui ont pratiqué ont commencé d'abord à apprendre à leur peuple ce que c'est le seuil. Et le seuil a commencé à être appliqué. Les cas ici en Afrique
le seul pays qui a pratiqué le seuil, au niveau des machines, la Namibie, on a commencé à apprendre aux gens, lentement, sûrement, on a commencé par les élections locales jusqu'au niveau national. Vous comprenez? Il y a réellement des difficultés de ce point de vue-là. Deuxième aspect de violation. Ce seuil est à 1%, au départ 3%. C'est à 1%. Ensuite adopté à l'Assemblée nationale à 1%. 1%. Il faut qu'il devienne à combien de pourcents? Nous demandons carrément la suppression de ce seuil. Ça ne représente rien. Parce que je suis en train de vous démontrer. Par exemple, vous voulez appliquer les seuils. Vous dites, les partis qui atteindront tel seuil vont bénéficier des financements de l'État. C'est une bonne façon d'éliminer les partis qui ne représentent rien. Vous comprenez? Parce que l'État a l'obligation également de financer par les partis politiques. Ne le fait pas. Donnez-moi l'État pour que nos téléspectateurs me comprennent. Je suis en train de vous amener les aspects liés aux violations de la loi fondamentale. Un autre aspect de la violation. Est-ce que la question du seuil, finalement, n'amènera pas les partis politiques à être plus nationales? Parce que nous avons des partis politiques qui ne se limitent que ici à Kinshasa. Il y en a autant de partis politiques. Bref, qui ne résolvent aucun problème. Des partis qui ne se limitent que dans des points déterminés. Qui gèrent l'État. Ceux qui ont gagné les élections ont la charge de gérer l'État. Donc, comme les partis ne gèrent pas l'État, il faut qu'il y ait une multiplicité des chaînes de partis politiques. La multiplicité des partis politiques a empêché à la majorité de vous donner l'eau et l'électricité? Non. Est-ce que la multiplicité des partis politiques a empêché aux députés de faire le vrai contrôle parlementaire? En quoi la multiplicité des partis politiques a avancé cette république? Parce que dans votre loi fondamentale, vous avez adopté le multipartisme. Commencez d'abord par modifier. En quoi ça a avancé la République? La multiplicité des partis politiques. Suivez-moi très bien. La constitution que vous avez adoptée au référendum reconnaît le multipartisme. Et justement, nous reconnaissons le multipartisme. Si nous voulons, commençons d'abord par modifier notre constitution. Mais là, ça veut dire, le multipartisme. Si vous dites ça, c'est que vous reconnaissez que dans une certaine mesure, la multiplicité des partis politiques... Je crois que nos téléspectateurs ont besoin de m'écouter plus. Je vous laisse tout le temps d'expliquer, mais il faudrait aussi me permettre, moi, de bien comprendre. Ça veut dire que vous ne voulez pas le reconnaître, mais en soi, tout c'est un langage. Vous savez que la multiplicité des partis politiques n'a pas du tout amélioré la condition des Congolais. Je vous dis Au contraire. Non. Au contraire, cette multiplicité a permis à certaines personnalités, des individus, de se remplir les poches, finalement d'être appelé président. Et parce que quand on est président, on se sert soi-même, puisqu'il y a aujourd'hui des partis qui n'existent que de nom. Non, madame. Le président, sa femme, ses enfants. C'est aussi ça la question. C'est peut-être pour en arriver aussi à ce stade-là. Allez-y, vous êtes président d'un parti politique, mais vous êtes pauvre, ils sont nombreux. Vous ne voyez pas les présidents des partis politiques piétons ici. Ça rapproche. Et même pour avoir une belle chemise, c'est tout un problème. Le problème est l'organisation de l'État. Ce n'est pas par rapport aux partis, c'est la bonne gouvernance. Ceux qui ont gagné les élections nous ont promis de nous gérer pour une prospérité. 5 ans dira, ils ne nous ont pas amenés là où on pouvait y arriver. On nous a fait croire avec des photos à gauche, à droite sur l'avenir du Congo demain. Qu'est-ce que les partis ont à voir avec? Est-ce que les partis politiques vous ont empêché de bien gérer les entreprises de l'État? Pas du tout. Les entreprises ne vous ont pas empêché. Laissez-moi un peu, par rapport aux minutes qui nous restent, de vous parler. Je vous ai parlé que les textes fondamentaux sont violés. Et de ce point de vue-là, nous avons violé la Constitution, une disposition constitutionnelle qui est violée, on ne peut pas les laisser passer. Un autre élément, la charte africaine de la démocratie, des élections et la bonne gouvernance dit ceci, que interdit la modification de la Constitution, coup d'État, interdit également la modification de la loi électorale pour se maintenir au pouvoir. Notre pays est signataire de cette charte. Cette charte est violée. Je vous ai dit qu'il n'y a jamais eu une modification de la loi électorale de manière innocente. Et la loi électorale a toujours été un instrument de règlement des contentieux politiques. Si vous vous êtes attardé sur la question, vous prenez l'article 10 de cette loi électorale. Il y a exclusion. Cette loi, au lieu de résoudre des problèmes,
ils n'ont créé qu'elle ne résout. Il y a division entre nous, il y a exclusion entre nous. Bref, la cohésion nous abordons les élections sans la cohésion. En excluant les uns les autres. La question du seuil, mais aussi la question de la caution et aussi de la machine électorale. Pourquoi ça ne vous met pas d'accord? Mais je vous ai démontré, je suis en train de vous démontrer. Vous êtes d'accord avec moi que le cas de Kinshasa, un indépendant n'a pas sa place. Alors que la caution, pour éviter des candidatures la caution. On fait des élections une affaire de nantis. Les enfants des pauvres qui sont outillés intellectuellement, le fait qu'il n'a pas les moyens, il ne peut pas être député national. C'est quelle façon de gérer la République? C'est très ridicule. Un autre élément. À 200, on a eu plus de 18 000 candidatures. La question des machines à voter. Machines à voter. C'est une institutionnalisation de la tricherie. Elle est plus rationnelle. En quoi elle est rationnelle? Je voudrais vous rappeler à l'attention de nos téléspectateurs que la machine à voter n'est pas contenue dans la loi électorale. Et donc, la CENI ne fera pas usage de la machine à voter parce que les règles de jeu sont contenues dans la loi électorale. La machine à voter n'est pas légale, n'a pas une légalité. Comment la CENI peut appliquer la machine à voter dès lors que la loi électorale ne le dit pas? C'est là où il y a le problème. C'est le pays en Afrique qui a utilisé machine à voter, c'est la Namibie. La Namibie a pris le temps à former la population. Vous avez vu les tests tels qu'il a mené au Parlement. Cette machine a grippé pendant des heures. Il fallait un secours, une expédition très rapidement pour faire appel à un expert. Au-delà de tout ce que vous évoquez comme raison finalement pour rejeter la modification de la loi électorale, mais la loi électorale, Toussaint Alonga a été quand même adoptée à l'Assemblée nationale en seconde lecture au Sénat. Aujourd'hui, vous avez, en violation de l'article 8 de la Constitution, malgré cela, adopté. Vous avez marché aujourd'hui. Vous avez marché aujourd'hui. Est-ce que cette minorité que vous constituez à l'Assemblée nationale peut faire un contrepoids aux côtés de la volonté de la majorité présidentielle qui finalement se met sur le rail pour adopter et modifier définitivement cette loi électorale? Qu'est-ce que vous attendez définitivement et précisément des sénateurs? Puisque vous êtes parmi les journalistes qui sont écoutés dans notre pays, je voudrais profiter de votre plateau pour vous dire le rôle constitutionnel de la majorité, c'est améliorer la qualité de vie des Congolais. Ils en ont eu 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans. En ce qui concerne l'amélioration de la qualité de vie, un échec. Mais la majorité ne peut pas bomber la poitrine sur les modifications des lois. La charte africaine interdit la modification des règles de jeu au plein jeu. Qu'est-ce que vous attendez? Mais quel est le problème? La majorité attend jouer à la Poutine pour se retrouver demain. Nous disons non à cette façon de faire les choses. Nous ne sommes pas à l'ère des modifications des lois, nous sommes à l'ère des bilans. Quel est le bilan de 5 ans de la majorité? Quoi des sénateurs? Parce que vous avez marché, vous avez rencontré le président. D'abord, nous avons rencontré les doyens Kengo, le chef de corps au niveau du Sénat, qui a une longue expérience, qui, par son expertise, pourrait nous aider. J'en suis sûr que le Sénat ne laissera pas les dispositions relatives au seuil et à la machine à voter. Encore que, à ce niveau-là, la machine à voter n'est pas reprise dans la loi. Donc la machine à voter est illégale. Au cas contraire, ne nous demandez pas de vider les stratégies politiques que nous allons faire demain. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que le peuple ne veut plus de cette majorité. Le peuple en a marre. Tout le monde est fatigué de cette majorité. Cette majorité applique les règles de droit à géométrie variable. En attendant, au cas contraire, vous dites que vous êtes disposé à rencontrer toutes les institutions finalement dans les cadres même le président de la République, nous sommes disposés à les rencontrer. Nous avons décidé de solliciter même une audience auprès du président de la République. Mais pourquoi le président de la République? Finalement, le président Kabila est notre président, à nous tous. Le président Kabila n'est pas seulement le président de la majorité, il est le président aussi de l'opposition.
vous ne savez pas que la Constitution lui reconnaît le rôle d'arbitre et de garant. À ce titre-là, en application de l'article 68, nous pouvons nous référer au président de la République. Parce qu'il a, en quelque sorte, un veto de ne pas promulguer la loi. Lorsque le président estime que cette loi divise mon peuple, cette loi-là exclut une catégorie importante de citoyens à qui repose un grand nombre d'espoirs des Congolais, le président peut renvoyer pour une relecture de cette loi. Il en a déjà fait dans plusieurs lois. Est-ce qu'une démarche a été déjà entreprise dans ce sens-là? La démarche d'aller rencontrer le président n'est pas exclue dans ce sens-là? Vous dites? Est-ce que vous avez déjà entrepris une démarche dans ce sens-là? Nous, parmi les stratégies, l'une des stratégies, c'est de remplir une audience, de solliciter de rencontrer le président. Ça sera avant l'adoption du projet de loi au Sénat? Mais je vous dis que après l'adoption du projet de loi. Ce n'est pas ici au plateau que nous allons vider nos stratégies. Je vous ai donné une des stratégies. Mais est-ce que vous n'êtes pas finalement en panne des stratégies? Parce que vous dites que les gens qui vous disent qu'ils viennent rencontrer le président de la République, nous sommes en panne des stratégies. Quel est le problème? Le problème se situe dans nos mentalités. C'est de la majorité croit que le président Kabila est le président de la majorité. Non, il est le président des Congolais, de tous les Congolais. C'est de l'opposition comme c'est de la majorité. Je peux rencontrer moi, le président, à titre privé pour lui poser les problèmes qui me concernent. Mais malheureusement, dans le mental politique congolaise, si je suis de l'opposition, il est difficile de le faire. Parce que nous avons une sale mentalité. Vous comprenez? Mais je parlais comme un homme orthodoxe dans son esprit. Je parlais comme un État aseptisé. C'est-à-dire que dans des conditions normales, un opposant, c'est-à-dire au-delà de nos guerres politiques, nous devons toujours garder un pont entre nous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas gagner dans les débats au Parlement, mais nous pouvons gagner tout en gardant un pont, un relais entre nous de la majorité. Dans les jeux de couloirs, nous pouvons régler un certain nombre de choses bien plus que faire un débat au Parlement. Je crois que c'est comme ça quand on a la notion d'une nation. Vous savez, une nation, c'est une réalité spirituelle où il y a une dimension de partage. Quand vous intériorisez que nous sommes une nation congolaise, nous devons avoir le sens de partage, nous devons avoir le sens de la communion. Dans ces conditions-là, je crois que la démarche que nous faisons, c'est une démarche républicaine. Parce que nous faisons une opposition républicaine, cela n'est pas inscrit de rencontrer le président. Et lui expliquer, voici notre démarche. Nous estimons que cette loi-là viole l'article 101, viole la charte africaine de la démocratie, viole l'article 8 sur la loi sur les caractères sacrés des droits de l'opposition. Un président sérieux, quand l'opposition claque la porte, il doit tout faire pour les ramener. Pour donner le caractère national d'une loi. Vous voulez dire président de l'Assemblée nationale? Vous dites? Vous voulez dire président de l'Assemblée nationale? Je constate que quand l'opposition quitte, il profite sans désemparer, il ne s'inquiète même pas. Kamer avait l'habitude, quand l'opposition quitte, il interrompt, il les invite. Mais lui n'a pas l'habitude de nous inviter. Quelquefois, bon, il nous minimise. Il nous minimise. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'égard. L'opposition au Parlement est considérée comme un ennemi. Surtout quand vous tenez un son de cloche un peu divergent. Est-ce qu'elle n'est pas aussi fragilisée, cette opposition à l'Assemblée nationale? Parce que vous n'avez pas l'unité d'action. Nous n'avons pas besoin d'être... Parce que cette opposition elle-même fissurée... Nous n'avons pas besoin d'être 30 personnes pour se faire attendre. Moi-même, je me fais attendre. X. Vous pouvez attendre mon frère Mayo, vous pouvez attendre mon frère Vaporik, vous pouvez attendre mon frère Ekombe. Une seule personne suffit. Vous savez, le problème de la démocratie, c'est que la majorité, on ne l'applique pas devant la vérité, ni devant la Constitution. Lorsque vous êtes majoritaire, l'opposition dit la vérité, constatez que ce qu'il dit là est vrai. Mais vous voulez opposer votre majorité, même si les dispositions constitutionnelles. Tout ça, Alonga. Au cas contraire, finalement, il faut avancer. Si le Sénat adopte ce projet de loi en des termes plus ou moins identiques qu'à l'Assemblée nationale, vous voyez le président de la République, il n'y a pas toujours des réponses favorables. Vous faites quoi? Vous lancez un mot d'ordre? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? D'aborder les élections dans le désordre ou dans la paix? Déjà à l'Est, il y a des tueries, à gauche, à droite. Le pays est plus que jamais divisé.
Vous voulez que la loi électorale vienne ajouter encore d'autres. Nous avons besoin de la paix. Ici, je proclame comme un procureur de la paix. Nous avons besoin de la paix. Nous voulons les règles de jeu soient clairement définies. Nous voulons que la Constitution, qui est la loi première, soit respectée. Entre-temps, nous vous avons donné des cas patents. Okay. Nous voulons que les actes que nous signons au niveau national par rapport aux organisations africaines ou internationales soient également respectés. Parce que la charte africaine fait partie désormais de l'ordonnancement juridique Entre-temps, de la RDC. il y a un calendrier électoral déjà publié par la CENI. Depuis, vous soutenez ce calendrier électoral puisque vous proclamez... nous avons eu à condamner ce calendrier, mais nous disons que nous sommes en face de ce calendrier et nous tenons à ce que ce calendrier soit respecté. Vous savez que nous allons arriver à la 1e violation si la loi fondamentale elle-même n'a pas été respectée, a fortiori le calendrier qui vient d'un groupe déjà. Parce que la loi est le résultat de la volonté de l'ensemble des Congolais. Pour une certaine opinion, au 31 décembre, il faut l'opposition que vous connaissez, vous dites la vraie opposition. Oui, pour nous, la vraie opposition, nous disons même que l'accord est violé dans son esprit et dans sa lettre. Parce que l'accord impose, pendant cette période, tout devrait se faire par consensus. La majorité l'a violé. Les règles participatives est violée. Transition. Non seulement par rapport quoi? Une transition après le 31 décembre. Oui, mais je crois que d'aucuns estiment transition, les autres disent pas de transition. Mais pour moi, mon point de vue, le respect de la loi vaut plus que la transition. Ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui nous gèrent doivent respecter la Constitution de la République. Soyez un peu plus clair. Quand on vous demande de respecter la Constitution de la République, je suis plus que clair. Quand on vous demande de respecter votre propre accord, votre signature. C'est-à-dire quoi? Vous expliquez à ceux qui vous suivent. Vous savez que la transition au 31 décembre. La signature fait partie de la personnalité de quelqu'un. Assumez-vous, dites-le clairement. Je suis en train de m'assumer. Assumez-vous. Au 31 décembre. Vous savez que la signature fait partie de la personnalité de quelqu'un. Tout à fait. Vous savez. Mais la majorité a signé l'accord. L'opposition a signé. Mais ils doivent respecter leur personnalité. C'est-à-dire les 31, ils doivent faire tout ce que nous nous sommes convenus. Au 31 décembre, il y aura nous pas de transition. Nous constatons que, parce qu'ils ne savent ni assigner. Toussaint Alonga, pourquoi vous ne le dites pas? Au 31 décembre, je soutiens une transition ou pas de transition, ou une transition, mais sans Joseph Kabila, comme certains le disent. Non, mais vous avez réussi Toussaint Alonga. J'ai ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses. Je ne voudrais pas ici parler de la transition. Je trouve que le respect de la loi est beaucoup plus mieux. Constatons que la Constitution ne pourra pas être violée pour une 1e fois. Constatons que même la volonté politique qui est codifiée dans cet accord du 31 décembre 2016 est en train d'être violée. Nous n'allons pas l'accepter. Pour ne pas violer une 1e fois la Constitution, il ne faudrait pas de transition. Parce que la Constitution ne prévoit pas de transition. Oui, mais nous ne disons même pas de la transition. Nous disons tout simplement que pour une fois, on a constaté que la Constitution est violée. Nous nous sommes allés nous attendre pour accoucher ces documents-là, d'accord. Mais dès lors qu'il est violé dans son esprit, dans sa lettre, pensez-vous aujourd'hui, la majorité ayant gagné ce qu'il était en train de chercher, n'a plus besoin des gens? La majorité, même ceux qui les ont accompagnés au gouvernement, ils n'ont plus d'idée. Cap sur les élections, 23 décembre 2018. Nous pensons que ce calendrier-là, nous pensons que cette fois-ci, la CENI et même le gouvernement va les respecter. Mais voir ce gouvernement ici, de Tchibala, j'en doute. Le doute est permis. Si ce n'est pas le gouvernement Tchibala, c'est quel gouvernement qui va faire respecter l'accord et ce calendrier électoral? Mais Tchibala est l'un des premiers ministres les plus faibles que ce pays a connu. Par quoi est-il faible? Je parle comme député national. Le budget qu'on nous a présenté là, quand vous le lisez attentivement, il y a un problème. La gestion même des entreprises de l'État. Je vous donne un cas, la GECAMINE. Est-ce que monsieur le Premier ministre gère la GECAMINE? S'il est autant faible que vous le dites, vous proposez quoi à la place? Un nouveau Premier ministre? Ce n'est pas ici que je dois proposer. Un plus dynamique, un plus fort? C'est où que vous le direz? À l'Assemblée nationale? Quand vous rencontrerez le président de la République? Peut-être de l'occasion. Les députés de l'opposition sont déterminés à rencontrer même le président de la République, s'il faut, pour faire attendre notre voix.
nous avons rencontré Kengo, nous avons assisté à la plénière, nous avons fait la marche, nous avons vu le président Minaku. Je crois que le dernier recours, c'est le président. Il a le pouvoir de veto sur la loi. Je crois qu'il est le père de tout Congolais. Tout ça, on a au regard de ses prérogatives, il fait. Vous serez peut-être surpris que Kabila nous sorte et Kabila refuse de promulguer la loi. Vous êtes député national, je suis tout à fait d'accord, normal. S'il vous recevait, moi personnellement... Oui, mais nous recevoir, c'est une bonne chose. Mais vous serez peut-être surpris que le président dise l'opposition a raison, je ne promulgue pas la loi. Ça peut vous surprendre. On va terminer cet entretien, Toussaint Alonga, le 19 décembre prochain. L'opposition Rassemblement projette une marche de sommation. Vous soutenez Je vous renvoie à la Constitution, en son article 26, qui dit que la liberté de manifestation est garantie, point. Alors que le gouvernement a interdit, le ministère de l'Intérieur... Tous ceux qui interdisent les manifestations violent la Constitution. Et aujourd'hui, ils sont passibles d'être déférés devant les cours des tribunaux. Et toujours pas de mobilisation. Le 30 novembre, on a vu... Regardez, quand vous voyagez souvent, vous verrez dans un pays comme la France, même en Afrique du Sud, 15 personnes manifestent. Ont-ils besoin d'une mobilisation? Ils ont besoin de faire attendre leur voix. Pourquoi pour vous, les manifestations égalent la foule? C'est pour vous. Vous pouvez ici, vous... Non, madame, j'applique la loi. C'est l'opposition qui parle. Je rappelle au gouverneur de la ville, l'article 26 dit, la liberté de manifester est garantie, point. À lui de prendre les mesures nécessaires. Et lorsque nous manifestons, c'est dans le respect de la loi. Nous ne sommes pas des casseurs ni des violeurs. Vous voyez comme un homme comme moi manifester et casser. Pourquoi? Nous sommes très sérieux et très républicains. Merci beaucoup Toussaint Alonga d'être venu commenter l'actualité avec nous, député national élu de Moamba pour le compte de l'opposition. Il est en même temps coordonnateur de la nouvelle dynamique de l'opposition, sa plateforme, la plateforme qu'il dirige, avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est avec un grand plaisir que je vous ai reçu dans cette émission. Rendez-vous certainement l'année prochaine. Toujours disposé. Toujours disposé. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés, Dudu Kessuba, Jires Chimanga, derrière les caméras, Carlos Pacassa à la régie et Freddy Manzaka au montage, à la diffusion de cette émission. Je vais dire Didier doit aller au montage final de cette émission ou encore de Nikis. Excellente suite de programmes sur les antennes de Numérica Télévision. Bonsoir et à demain.